Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Divulgaché. Divulgaché, c'est l'émission de l'actualité pop culture mensuelle qui parle de vos divertissements préférés, cinéma, jeux vidéo, sport, manga ou encore bande dessinée. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, nous laisser une petite note sur les plateformes de streaming ou un petit commentaire. Ça nous motive pour la suite et ça nous rend un peu plus visible sur les plateformes de podcast. Moi, c'est Axel. Et moi, c'est Robinson. Et au programme d'aujourd'hui pour cette dernière émission de la saison 1, nous allons vous parler d'une licence de chez Disney qui fait parler d'elle en ce début d'été, Vice Versa 2 ou Inside Out 2 pour les anglophones. Deuxième volet d'une licence à succès, un film qui semble enfin mettre tout le monde d'accord, ce qui se fait de plus en plus rare dans le monde du cinéma et encore plus du cinéma d'animation chez Disney. Alors rangez votre anxiété, exprimez vos émotions et bienvenue dans Divulgaché. Un magicien n'est jamais en retard, frottant sa quai. Ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue. Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps, monsieur Anderson. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Tu sais pas jouer, Jack. Mec, elle est où ma caisse? Merci d'écouter Divulgaché. Non, 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 non. Divulgaché. Axel, tu l'as dit, on va aujourd'hui parler d'un film Pixar. Pixar qui est donc un studio mondialement connu aujourd'hui, qui nous a accompagnés, en tout cas notre génération et même les générations, on peut dire, suivantes, dans leur enfance jusqu'à leur âge adulte, encore aujourd'hui, hein. Pour la petite histoire, Pixar, c'est un studio qui a été fondé en 1979. D'abord, il avait le nom Graphics Group. C'était un service de la Lucasfilm des divisions, donc des films de George Lucas et de tout ce qu'il y avait autour. Et puis ensuite, ça a été racheté par le cofondateur d'Apple, Steve Jobs, en 1986, et ça a trouvé le nom ensuite de Pixar, comme on le connaît aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'évolutions au fil, de l'histoire de Pixar, notamment technique, hein, puisque c'est un studio d'animation, donc forcément ça a grandi de petit à petit et on a cessé d'être étonné par ce studio. Heu, Ils ont fait d'autres choses, hein, ils ont notamment, produit des ordinateurs aussi, quand ils étaient un peu au début, ils ne savaient pas trop, s'ils se lançaient à 100 sur l'animation. Mais c'est quand même dans ce domaine-là qu'ils ont été le plus rentables avec, des longs métrages, qui ont été notamment coproduits par, Disney à partir de 1995. C'est important parce que, Walt Disney Company, la société, elle va racheter le studio Pixar en 2006 et ça va devenir une filiale, complètement de Walt Disney Studios. Petite anecdote, petite fun fact, avec ce rachat, Steve Jobs, il est devenu le plus gros actionnaire de Disney, à 7 à l'époque en tout cas. Donc, donc Steve Jobs, c'était en fait l'actionnaire majoritaire et du coup, c'est vrai que c'est rigolo, mais en même temps, ça m'étonne à moitié puisque, Pixar, ils étaient quand même vachement en avance, notamment quand on a vu les premiers Toy Story. Sur tout ce qui était 3D, animation et cetera, ça a tout de suite, enfin, ils se sont tout de suite installés un peu comme des piliers, très jeunes, quoi. Pour preuve, en 2002, la cérémonie, l'Académie des Oscars a décidé de créer un nouvel Oscar qui était l'Oscar du meilleur film d'animation. Et depuis 2002, il y a eu 19 films, Pixar qui sont sortis, depuis la création de cet Oscar, et il y en a eu 14 qui ont été nommés pour l'Oscar et 11 qui l'ont remporté, Ah oui, de toute façon, ils ont été nommés, presque, enfin, à chaque fois, il y a eu un film de Disney quasiment. nommé, non? Ouais, Quand quasiment, il ouais. bah, Disney, oui, à chaque fois qu'il y a un film Disney, que ce soit Pixar ou un autre studio, oui, et Pixar, à chaque fois qu'ils font un film, quasiment, ils sont toujours nommés, hein. Ça manque jamais. Rapidement, sans parler des films, je vous donne juste les noms de ceux qui ont eu l'Oscar quand même. On a eu, dans l'ordre, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles, Ratatouille, Wall-E, Là-haut, Toy Story 3, Rebelle, Vice Versa justement, Coco, Toy Story 4 et Saul. Donc tous ces films ont remporté l'Oscar du meilleur film d'animation, l'année de leur sortie. Non. C'est quand même En pas mal. en plus, Soul, c'est assez récent, c'est 2020, donc ouais, on voit que de toute fa ils sont assez productifs de toute façon, Pixar, à chaque fois. Puis ils ont beaucoup de licences, quoi. On va faire un rapide brief des films Pixar qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui, en parlant un petit peu des plus rentables, des moins rentables, de ce qu'on peut observer d'intéressant dans ce classement de la rentabilité et dans ces films. On va pas rentrer dans le détail des films, on rentrera plus à la fin, du podcast dans ce qu'on n'aime pas, chez Pixar, mais on va en parler un petit peu aujourd'hui. Première chose, pour introduire un petit peu justement les films Pixar qui sont sortis,
On va parler des films les plus rentables de l'histoire, ceux qui ont fait le plus gros box-office, qui ont le mieux marché et qui représentent donc Pixar à l'international. Et on a tout en haut la suite des Indestructibles, Les Indestructibles 2. À noter que Les Indestructibles est 10e aussi, donc une très bonne saga qui a très bien marché. Axel, toi, qu'est-ce que c'est ta relation déjà avec Pixar en général? Et puis est-ce que Les Indestructibles, ça t'avait marqué à l'époque? Bah, ouais, comme tu disais, moi, c'est vraiment Pixar, c'est un studio qui m'a accompagné depuis que je suis tout petit, avec les premiers Toy Story notamment. Les Indestructibles, moi, j'avais beaucoup aimé le 1, c'est un des seuls films enfants que j'étais allé voir 2 fois au cinéma. C'était pas encore la mode tant que ça des super-héros, donc c'était assez neuf pour moi, en tout cas, dans l'imagerie que j'en avais, c'était assez neuf. Et Les Indestructibles 2, ça m'étonne pas parce qu'ils sont sortis en 2018 et 2018, on était en plein, dans l'âge des super-héros, donc ça m'étonne pas que le film soit premier et qu'il ait fait, qu'il ait été très, très, très rentable. En plus, tu as beaucoup de produits dérivés et cetera. Il y a eu des jeux Lego, Les Indestructibles et cetera. Donc c'est une licence hyper prolifique et pourtant il y a que 2 épisodes. Carrément, tu parlais d'enfance. Moi aussi, j'étais un peu vite. Moi aussi, j'ai beaucoup grandi avec Pixar et notamment avec un film, bon, qui est beaucoup plus bas dans la rentabilité parce qu'il est sorti en 98, c'est Mille et une pattes. Je me rappelle que j'avais la cassette qui tournait en boucle, à la maison, et qu'on le regardait sans arrêt avec mon frère. Ouais, c'est Heu vrai. Très bon film, ouais, ouais, je suis d'accord. donc voilà, bon pour le coup Mille et une pattes, comme je disais, il est 21e à ce classement du box-office. Bon, c'est un film qui est beaucoup plus vieux et qui était pas à l'époque dans le boom déjà des films d'animation et ensuite, qui est dans vraiment ce qui a fait connaître Pixar, puisque ce qui a fait exploser Pixar aux yeux du monde, je pense que c'est, la saga la plus connue, c'est Toy Story. Toy Story 4 et Toy Story 3 sont 2e et 3e, au box-office, international des films Pixar. C'est pas pour rien, c'est quand même, comme tu le disais, c'est leur saga la plus longue avec, 4 épisodes. C'est la seule qu'ils ont fait courir pour l'instant sur plus de 3 épisodes et voilà, c'est une formule qui a pris tout le monde, avec la nostalgie et qui marche trop bien, quoi. Toy Story, c'est légendaire, on va dire. Ouais, c'est légendaire. Aussi bien pour le premier avec, les débuts de l'animation 3D où ça avait soufflé tout le monde et aussi bien maintenant parce qu'on est hyper attaché au personnage et qu'il y a eu tellement de jeux vidéo et de choses autour de cette licence que, bah, tout le monde a son personnage préféré de Toy Story, son épisode préféré, donc ouais, ouais, mais ils en ont plein, hein. Ils ont les Cars, enfin, on va y revenir, mais ils ont vraiment beaucoup de licences et c'est vrai que c'est étonnant de voir un studio qui continue aujourd'hui à faire des films et qui continue avec les mêmes licences à faire des films qui marchent beaucoup. Enfin, qui marche bien quoi, donc ça, c'est vrai que c'est étonnant, quoi. Ouais, puis ils sont sur un rythme quasiment de un par an, donc ils s'arrêtent pas de chômer, enfin donc Ouais, ils je sais pas comment ça se passe, il doit y avoir plusieurs équipes en oui, interne, oui, c'est mais sûr, surtout c'est avec sûr, c'est Disney sûr. maintenant, mais c'est vrai que c'est assez étonnant, à chaque fois de se rendre compte qu'il y a quasiment de toute façon, c'est presque eux maintenant qui ah non, tu me diras Wish, c'était pas eux, mais c'est eux qui font quasiment tous les films 3D de Disney aujourd'hui, quoi. Ouais, après il y a la partie Disney ouais, c'est ça, ouais, je sais pas trop comment les différencier après, en effet, Wish, qu'est-ce qu'il y a eu de récent en animation Disney? Il y en a pas eu beaucoup, hein, tu me diras, Il y a eu donc Élémentaire, je crois que c'est Pixar aussi, Élémentaire, c'est qui a Pixar. pas mal Ouais. marché, et qui était une nouvelle licence. Donc en plus, ils prennent des risques quand même avec, parce que je me rappelle que les premiers extraits qu'on avait vus, on avait l'impression que c'était un dérivé de Inside Out et en fait pas du tout. Justement, parlons-en un peu de ces films récents. On peut constater une seule chose, une chose dans ce classement, que j'ai sous les yeux tiré, de de du box-office international, je disais, c'est que, des films sortis assez récemment, on va dire depuis 5-6 ans, depuis 2018, heu, on en a beaucoup qui sont tout en haut du classement. C'est, Les Indestructibles 2, comme je disais, 1er, Toy Story 4, 2019, 2e, ensuite on a Le Monde de Dory en 2016 qui est 4e. On avance un petit peu et quand on va vers les films les plus récents qui sont sortis, on a Élémentaire du coup qui est vraiment assez bas dans le classement et puis on a carrément ceux qui sont sortis, à la période du covid, qui sont en 2020, 2021, même 2022. Donc on avait en avant Saul justement qui avait remporté l'Oscar, Lucas et Alerte rouge qui sont au fin fond de ce classement. On remarque quand même du coup que les suites de licences récemment marchent très bien. Les nouvelles licences, tentées, alors il y a eu le covid pour ne pas arranger tout ça, mais ont du mal à percer quand même. Même Buzz l'éclair, bon ça reste Toy Story, mais c'est quand même entre guillemets «quelque chose de nouveau et de complètement différent». C'est même pas très canon avec l'histoire de Toy Story. Hem, il est tout en bas du classement, au box-office aussi, général. Donc il y a quand même, entre guillemets, «un petit souci de
redonner, enfin d'inventivité peut-être, chez Pixar et peut-être qu'ils ont juste du mal à retrouver la formule qui les a fait marcher jusqu'au milieu des années 2010-2000, voilà Mais et je suis pas sûr que ce soit un problème d'inventivité moi, mais je vois ce que tu veux dire, ça vient aussi avec l'arrivée du streaming avec Disney+. Il me semble que notamment qu'Alerte Rouge et Soul, il me semble que c'était dispo, jour 1 sur la plateforme. Je suis pas sûr, ouais, mais je ouais, crois. ouais, je crois Et aussi. je pense que ça vient un peu de là aussi, il y a eu tout un moment un peu difficile où les gens savaient pas trop s'ils devaient aller sur la plateforme, s'ils devaient aller au cinéma et cetera. Et c'est vrai que ces nouvelles licences marchent pas forcément autant qu'on le voudrait. Par contre, on peut pas leur reprocher Pixar de prendre des risques. Alerte Rouge notamment, c'est quand même un film, qui est vachement différent de ce qu'ils font d'habitude, aussi bien visuellement que dans les thèmes abordés. Donc j'aime bien moi ce qu'ils essaient de proposer. C'est dommage que, le public soit pas forcément au rendez-vous, mais après on a des surprises. Comme on avait dit, Élémentaire avait très mal démarré et finalement ça a quand même été, plutôt un succès, donc notamment critique, donc à voir. Mais en tout cas, il me semble que ça soit En Avant, Soul, Lucas ou Alerte Rouge, donc les derniers films qu'on a cités là de la période covid, c'est quand même des films qui ont été plutôt bien reçus par le public. On va dire qu'ils ont pas non plus attaché les gens comme, ont pu le faire, bah, justement récemment, Vice Versa, puisque le premier film Vice Versa C'est est 2015, ouais. sorti, en 2015, tout à fait. Donc il y a 10 ans, hein, un peu moins de 10 ans. C'était une toute nouvelle licence quand c'est sorti, on savait pas trop à quoi s'attendre et rapidement, on va vous faire un petit brief, un petit rappel de ce qu'était Vice Versa, 1er du nom. Il était réalisé par Pete Docter Ronnie Del Carmen, qui est, scénariste de beaucoup de productions Disney, Le Monde de Nemo, Là-haut, La Route de l'Eldorado ou même Soul, hein, récemment et en gros, on suit une petite fille qui s'appelle Riley qui, découvre, entre guillemets, la vie tout simplement. Son père doit changer de ville pour aller travailler, à San Francisco. Ils sont dans la campagne, américaine, dans le Midwest, dans le Minnesota et on est à l'intérieur de sa tête, comme dit le titre Inside Out et on suit du coup, les émotions qui guident, entre guillemets «son cerveau» et qui guident, toutes ses envies, toutes ses pensées à travers, heu, un quartier général, ils appellent ça, avec une console sur laquelle ils peuvent, appuyer sur des boutons, envoyer des ordres à ses envies et cetera et donc on suit plusieurs émotions. On suit joie, peur, colère, dégoût et tristesse, qui sont toutes représentées par des petits personnages, et qui conseillent et qui aident, Riley justement à se développer dans sa vie quotidienne. Axel, est-ce que ce film t'avait marqué à sa sortie? Est-ce que tu l'avais vu au ciné? Qu'est-ce que tu avais pensé de Vice Versa 1, premier du nom, quoi? Bah, écoute, moi j'avais beaucoup aimé Vice Versa 1, j'avais beaucoup aimé sa proposition déjà, j'avais aimé sa réal parce que c'était un super beau film, très inventif dans les visuels qu'il proposait. Même les personnages ont chacun un peu leur style visuel. Je trouvais qu'aussi c'était un film assez dynamique parce qu'en fait, on a une dynamique déjà dans la tête de Riley avec les différentes émotions qui vont s'exprimer entre eux, qui vont interagir et on avait aussi une dynamique avec, Riley qui en fait va interagir avec ses parents, avec ses amis, avec, la vie, tout simplement. Et j'aimais bien cette relation qu'il y avait entre, notamment le fait qu'elle soit petite et que du coup, quand on est petit, souvent, on se laisse dominer par ses émotions et du coup, tu sentais que c'était vachement ça qui était mis en avant dans le film, notamment avec Joie, qui essaie vachement de contrôler, Riley et de contrôler ce qu'elle peut ressentir avec tristesse, elle la met un peu de côté et cetera. Donc j'avais trouvé ça très malin, très fin et je l'avais vu en français en plus à l'époque, j'avais trouvé les doubleurs vraiment très bons, enfin tout le doublage français était vraiment, de très bonne qualité. Donc j'ai un très, très bon souvenir et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais dit: «Putain, il faut absolument qu'il fasse un 2 vite, quoi». Donc on a dû attendre un peu, mais on est quand même content d'avoir une suite. Ouais, je suis, entièrement d'accord avec toi. J'avais adoré ce film à l'époque, pour plein de raisons. Déjà parce que je trouve qu'il parle à tout le monde et tout le monde peut se retrouver, dans cette histoire et peut s'imaginer, avoir ses propres émotions, dans sa tête, diriger, un peu, sa vie, savoir un peu quelle émotion prend le dessus à quel moment et pour les enfants, je trouve que c'est une super, porte d'entrée vers tout ce voilà, vers ce «monde» entre guillemets, ce psychologique un petit peu, hein, mais de se comprendre, de comprendre comment gérer ses émotions, qu'est-ce qu'il y a derrière, les souvenirs, qu'est-ce que c'est tout ça? Et donc j'avais beaucoup aimé, j'avais aussi adoré et je conseille même à tous les parents de le montrer à leurs enfants vraiment, vraiment Ouais. vivement. C'est un très, très bon film et c'est un film effectivement comme tu dis qui est aussi bien pour les petits que pour les grands. Le 2 on en reparlera, mais aussi je trouve et c'est ce qui fait la force souvent des films Disney et des films Pixar, c'est quand, chacun arrive à trouver ce qu'il veut dedans. Donc ouais clairement, je suis assez d'accord avec toi.
Et justement, on va en parler tout de suite de Vice Versa 2 puisque on l'a vu nous, très récemment. Hier, le jour où on enregistre, donc la veille du jour où on enregistre, on l'a vu tous les 2. Et première chose à dire, c'est un succès mondial, assez surprise, on doit dire. Il avait un budget de 200 millions de dollars. Le premier avait un budget de 175 millions et il a presque fait autant que le premier déjà en box-office en 12 jours. Le réalisateur, c'est Kelsey Mann, qui est connu pour avoir réalisé, Le Voyage d'Arlo récemment, toujours chez Pixar, hein. Et au niveau mondial, Vice Versa, c'est, pour l'instant le big boss de l'été. Il a battu le record de Super Mario Bros, en rentabilité et donc c'est le plus gros démarrage, mondial pour un film d'animation de l'histoire. Point C'est final. c'est pas mal, hein, parce que, battre, Super Mario là, sachant qu'il avait fait des chiffres, je crois que c'était un des films avec, le plus d'entrées l'année dernière. Enfin, je sais plus si c'était en l'année dernière ou l'année encore d'avant. Donc ouais, c'est hyper impressionnant, hein, et toi, tu es allé voir le film, moi aussi récemment. Moi, ma salle était remplie à ras bord et de petits comme des plus vieux, hein. Il y avait pas que des enfants, quoi. Pareil, moi, c'était bien rempli aussi, pas complet, mais bon, parce que j'y suis allé dimanche, bon après j'y suis allé dimanche après, donc tu me diras, c'est le bon horaire. Mais il y avait quand même, c'était quand même très bien rempli aussi, adultes, enfants, famille, beaucoup, hein. Mais voilà, pas, des gens moins chiants que quand tu vas voir des Marvel Ouais. ou autres films, du même style, Bah, donc en d'ailleurs vrai, c'est cool. surprenant, j'ai eu une salle, très sage. Même s'il y avait beaucoup d'enfants, tu vois? Et ça se sentait que du coup, ils appréciaient pas mal le film parce que tous étaient vachement dans le film, quoi. Et donc il y avait pas de voilà, il y avait pas eu de pleurs, j'ai pas eu de cris, j'ai pas eu de gens, qui sortent leur téléphone pour prendre des photos. Donc c'est vrai que ça faisait du bien, une séance un peu calme, quoi. Les avant-premières, elles avaient totalisé 200 000 entrées, en France, pardon. Mmh. Et à titre de comparaison, le dernier film qui avait aussi autant pété en France, c'était Moi Moche et Méchant 3 et il y avait 172 000 entrées. Ah On oui, avait ensuite Dragon 3 à 164 000 juste en dessous, tu vois? Donc ça ouais, a quand même bien explosé le truc. c'est clair. En VF, on a une belle brochette, d'acteurs qui fait les voix, qui font les voix des émotions notamment. Rapidement, on a Charlotte Lebon qui fait joie, Gilles Lelouch qui fait colère, Mélanie Laurent qui fait dégoût, Pierre Ninet qui fait peur et Marie-Lou Berry qui fait tristesse. Donc ça, c'est les 5 émotions qu'on avait dans le 1 et qu'on retrouve dans le 2. Et dans le 2, on a 4 émotions supplémentaires qui arrivent avec l'adolescence et avec la puberté, c'est pas un spoil, hein, c'est vraiment le tout début du film. Et d'ailleurs, on nous le tease à la fin du 1, le bouton puberté. Exactement. On a du coup l'anxiété qui arrive, doublée par Dorothée Pousseau, l'ennui doublé par Adèle Exarchopoulos, l'envie est doublée par Casey Chase et l'embarras doublé par Maxime O'Haraud. C'est quand même c'est quand même de sacrés mecs, Pierre Ninet, il a enchaîné là depuis mai, quand j'y repense. Fiasco, enfin, il y avait quoi? Il y avait LOL, il y avait Fiasco, ensuite il y avait je sais plus quel film, ensuite il y avait ça, et puis Vice Versa 2 et ensuite Le Comte de Monte Cristo qui arrive là. Enfin, Ouais. il a Il est une bankable en ce moment, hein. waouh, il est partout, c'est impressionnant. Ouais, il est partout, mais ça m'étonne pas. Il a comment dire? Il a un niveau de sympathie au niveau du public qui est assez haut. Moi, c'est Ah pas bah là, oui. forcément un acteur que j'apprécie beaucoup, mais c'est ce qu'on va pouvoir en parler. Mais je trouve que notamment, moi, tu vois, on a regardé ensuite le casting vocal après avoir vu le 2. Et par exemple, que ça soit Gilles Lelouch, Mélanie Laurent, Pierre Ninet et cetera, je trouve qu'ils jouent très bien leur rôle, c'est-à-dire qu'on ne les reconnaît pas. Ils incarnent très bien leur personnage et on les oublie complètement et c'est assez rare pour le souligner parce que c'est pas vraiment des gens qui sont tous très habitués au doublage. Donc c'est quand même, assez cool de voir que des acteurs prennent ça au sérieux. Après c'est Disney donc ça m'étonne pas et dans le casting, je rajouterais juste, un personnage, donc le personnage de la banane pour ceux qui ont vu le film, qui est doublé par Emmanuel Curtil, la voix de Jim Carrey en français. Donc, vraiment, même dans les petits personnages, ils sont allés chercher des voix un peu, Banana classiques du Outi. doublage. Voilà, c'est ça, Banana Outi. Donc ouais, très content de ce casting et j'étais content du coup de le voir en français. Toi aussi, tu l'as vu en français, il me semble. Tout à fait, ouais, j'avais pas le choix de toute façon dans mes cinémas, moi, il y avait pas de VO pour le coup pour ce film, donc en français, mais ça m'allait très bien les films d'animation, on a vraiment un très bon niveau de doublage en France, donc il y a pas de Ouais souci. et d'ailleurs, Adèle, pareil, on en parlait juste avant d'enregistrer, on la reconnaît pas du tout dans Ennui, quoi. Ouais, et puis elle joue un mec, je crois, donc Ouais, alors je sais pas si c'est vraiment défini, un mec ou une meuf, mais dans tous les cas, ouais, ouais, elle a une c'est on la voix, reconnaît pas, quoi. c'est Je clair. l'ai pas du tout reconnu, quoi. Donc ouais, non, vraiment des acteurs, investis et ça fait du bien. Et qu'est-ce que tu as pensé du film, du coup? En gros, hein, sans rentrer pour l'instant dans les détails, on va rentrer juste après dans les détails, mais est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu as passé une bonne séance? Est-ce que t ça dure 1h32, je crois, un truc comme ça, 1h30, Ouais. voilà. Et ça fait du bien, un film d'animation pas trop long parce que dernièrement, les films d'animation que j'avais vus étaient un peu plus longs et là, je trouve que le film se tient très bien en 1 heure 40 quasiment. J'ai beaucoup aimé.
J'ai beaucoup aimé notamment sa première partie que j'ai trouvée hyper dynamique, hyper intéressante. On en reviendra, mais avec de l'arrivée de nouveaux personnages et cetera, il y a vraiment une dynamique différente qui se crée et c'est vraiment cool. Je trouve aussi que le film visuellement, il a plein d'idées encore une fois et ça, c'est hyper appréciable, ça fait vraiment du bien. Tu as plein de détails qui font mille, puis, à chaque fois, il travaille beaucoup pour adapter, tout ce qui va se passer dans le cerveau, on va dire. Il l'adapte visuellement et du coup, tu as plein d'idées, plein de choses, qui s'ajoutent au 1, en fait et j'ai trouvé que c'était encore une fois hyper malin, que les personnages sont hyper attachants. Tout le côté, monde réel avec Riley marche super bien aussi. Alors on y reviendra, je trouve qu'il y a une scène qui marche un peu moins bien, mais sinon, c'était vraiment super donc non, j'ai passé une super séance, et toi, t'en as pensé quoi? J'en ai pensé que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai encore une fois été, pas bluffé, mais si bluffé par, à quel point ça pouvait parler à tout le monde et à quel point, ça pouvait représenter des choses que même adulte, tu pouvais encore vivre. Je pense que pareil, il faut montrer le un comme le 2 à ses enfants et je pense que s'il y a un 3 sur, l'âge adulte ou la fin de l'adolescence, il faudra faire pareil s'ils sont toujours aussi bons. Tu rentré dans pas mal de détails, je suis assez d'accord avec toi. Hem, il y a vraiment, beaucoup d'inventivité. Bon, il y a des petits défauts, ça reste quelque chose, de c'est jamais «parfait» entre guillemets, Ouais, puis c'est une mais structure classique de film d'animation dans tous les cas, quoi. voilà. Moi, le seul, «défaut» entre guillemets que je fais à ces films à chaque fois, c'est que j'ai l'impression qu'on se pose jamais vraiment sur des scènes. Ça va un petit peu vite et des moments où tu aimerais un tout petit peu de développement en plus, ben, de toute façon, il y a qu'1 heure et demie donc faut avancer. Mais c'est peut-être parce que je suis habitué à voir des films qui font, 2 heures, voire 2 heures et demie, voire 3 heures aujourd'hui. Franchement, non, allez-y avec vos enfants, allez-y avec vos parents, allez-y avec tout le monde. C'est, drôle juste comme il faut. On découvre dans ce film, d'autres choses que les émotions. On découvre notamment, la notion d'estime de soi. Qu'est-ce qui peut nous construire? Pourquoi on est telle personne? Pourquoi on ferait tel choix et cetera? Et et c'est encore hyper bien, imagé de la part de Pixar qui trouve, comme tu disais, les bonnes façons de l'imager dans le cerveau pour nous faire, penser que c'est un peu décidé et que ces choses-là se passent un peu comme ça. Franchement, charmé par aussi, par le personnage d'Anxiété. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve qu'il est super, quoi. Ouais, bah, on rentre un peu plus dans le détail comme tu dis, mais déjà je trouve que, tout comment dire? La façon dont ils vont mettre en place l'anxiété et les nouvelles émotions qui arrivent avec la puberté, je trouve que c'est vraiment très bien amené. C'est encore une fois, c'est très juste, dans la façon dont ils en parlent et je trouve que la représentation notamment de l'anxiété, encore une fois, est très juste. Il y a vraiment des scènes très prenantes où, si vous avez déjà été vraiment anxieux dans votre vie, je trouve que ça représente vachement ce qui peut arriver. C'est-à-dire, que l'anxiété va souvent prendre le pas sur les autres émotions. Ça devient un peu quelque chose auquel on pense tout le temps. Il y a aussi un peu au cœur du film avec ce côté de la puberté où quand on est enfant, on en parlait dans le premier film, souvent on se laisse contrôler par ses émotions et en fait, quand on devient un peu plus vieux, il faut arriver à dominer ses émotions, c'est-à-dire à réussir à se faire submerger par elles et je trouve que le film tourne beaucoup autour de ça, notamment aussi avec, anxiété et avec joie, qui est un peu c'est encore une fois un peu ce qu'elle fait comme dans le 1, elle prend un peu le pas sur les autres émotions et elle essaie de décider un peu à la place de Riley ce qui est important ou pas et je trouve que c'est très, très juste dans la façon dont ça a été montré et ça, il y a pas beaucoup de films d'animation qui font des films pour enfants aussi intelligents et ça, je pense qu'il faut le noter et il faut vraiment le rendre à Pixar, quoi. Ouais, clairement. Tu disais justement, comme dans le 1 et je pense que c'est un peu un défaut qu'on peut, reprocher au film, c'est que pour le coup, le scénario, c'est un peu le 1, quoi. C'est un Ouais. peu la même chose, à l'âge adolescent certes, mais il faut aller chercher quelque chose au fin fond du «cerveau» entre guillemets, du monde de l'imaginaire de Riley et et ensuite faut revenir, pour réparer le problème. Voilà, c'est pas, Classique, quoi. voilà, on tombe pas de nos chaises, sur le scénario, il y a pas de grosses surprises. Mais comme tu dis, l'arrivée d'Anxiété est hyper bien amenée, avec ses grosses valises, pleines d'anxiété là, elle est super marrante. Elle prend un peu le contrôle, sur le cerveau, du coup on raconte rapidement. Donc Ouais, Riley elle on va a vous divulgacher là, on rentre un peu plus voilà. dans le fait qu'on va divulgacher. Riley, elle a maintenant 13 ans du coup, et elle part en stage de hockey parce qu'elle joue au hockey sur glace avec ses copines. Elle part en stage de hockey et dans ce stage de hockey, il y a des filles un petit peu plus vieilles qui sont dans le lycée où elle va sûrement aller et donc elle veut, devenir leur amie en quelque sorte et c'est là que sera un peu le paradoxe entre Joie qui veut, que tout soit beau, tout soit gentil et qu'on garde les amis, qu'on avait avant et que rien ne change malgré l'éloignement et Anxiété qui arrive avec la puberté et qui donc, s'imagine des choses, veut,
contrôler un petit peu la vie future, puisque c'est comme ça que marche l'anxiété, hein, c'est qu'on se fait des projections sur ce qui va arriver. Ouais, C'est d'ailleurs hyper bien rendu, c'est exactement ce que les j'allais dire, ouais. projections, avec, dans l'imaginaire avec Ouais, ce ouais, ouais. Ouais, il imagine les cette pires scène, choses et cetera, ouais, ouais. C'est quelque voilà. chose, moi, qui m'a souvent arrivé, donc c'est vrai que c'est tout de suite, j'ai fait: «Ah ouais, c'est ça touche», enfin, ils sont justes dans ce qu'ils montrent, quoi. C'est exactement ça. Ouais, non, carrément, carrément, carrément. On disait c'est Dorothée Pousseau qui incarne l'anxiété. Franchement, bon, on la connaît Dorothée Pousseau, elle fait, Margot Robbie, elle fait Harley Quinn, elle a fait plein de dessins animés de Ouais. notre enfance, la sœur de Dexter et tout et machin. Heu, Elle est top, hein, franchement, il y a on y croit à 100 à l'anxiété, qui s'arrête jamais de parler, qui est toujours là à donner son avis et cetera Ouais, donc et qui prend vite aussi, le pas sur les autres émotions. Ça, j'ai bien aimé aussi parce que c'est assez juste aussi quand l'anxiété arrive, très vite tu te laisses submerger et très vite, comme on disait, les autres émotions sont mises de côté. C'est ce qui va arriver dans le film et ça marche très bien. Mais du coup, à contrario, dans le film, il y a un petit souci pour moi, c'est le fait que les autres émotions, du coup, les nouvelles émotions sont un petit peu en retrait. Donc ennui, envie et embarras, qui sont des personnages assez intéressants en plus, mais à part envie qu'on voit un petit peu plus, on a quand même embarras et ennui qui sont vraiment mis sur le côté, ils interviennent, à quelques moments et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais préféré peut-être en voir plus, je sais pas pour toi, comment tu l'as ressenti? ouais, je suis d'accord. Pareil, quand on va dans la tête des autres, parce que dans ce film, on va à 2-3 moments, dans la tête des autres et donc on voit les émotions des autres personnages qui contrôlent de la même façon, le cerveau. Il y a pas forcément les nouvelles émotions alors que c'est des adultes des fois et cetera. Bah, Donc elles apparaissent de temps en temps. voilà, Genre elles la apparaissent maman, à un à moment, la toute fin. l'anxiété est revenue. Ouais, À à la la toute toute fin, dans fin, le générique, on a un ouais, petit caméo d'anxiété dans le cerveau du père et dans le cerveau de la mère. ouais, Mais sinon, il y a que les 5 de base. Donc est-ce que quand on est adulte, on perd les émotions de l'adolescence et tout? Je sais pas trop. Bref, ouais, je pense qu'ils mais pourraient en faire un peu intéressant. plus avec ça et d'ailleurs si je sais pas si c'est prévu, mais je pense que vu les résultats, ils vont faire ça, mais je pense. S'ils font une suite, j'aimerais qu'on n'ait pas que Riley à suivre, qu'on suive, d'autres personnages, peut-être pour un conflit ou j'en sais rien ou Exactement ce que j'allais dire, ouais. une attirance Ouais. forcément, quand on va grandir avec, l'apparition de désirs peut-être, j'en sais rien, Ouais, je ouais, non, dis mais ça, j'en tout sais à rien. fait et en plus, on le voit un petit peu au début du film. Il me semble qu'on voit de temps en temps, le cerveau de ses 2 amis, notamment au tout On début voit du ses film. 2 parents et ses 2 amis. Voilà et j'ai trouvé ça pareil assez léger alors qu'il me semble alors de souvenir, hein, dans le un il me semble que c'est les autres émotions sont un peu plus présentes peut-être. Enfin, on est un peu plus dans la tête des autres, émotions, enfin Je des crois autres pas du personnes. tout dans le 1 justement, hein. Alors je crois que si, on est quand même un peu dans la tête du papa et de la maman Au tout justement dans le début un. pareil, mais je crois que c'est vraiment pour nous au tout début, un C'est peu pour nous possible, ouais, montrer, c'est mais possible. ou Mais je alors suis même d'accord dans le avec dans le toi. générique à la fin peut-être, mais Ouais et puis en plus, ils sont encore une fois assez malins Pixar parce qu'on voit bien que dans le cerveau de la mère, l'émotion qui prédomine, c'est la tristesse. Donc elle est au centre, des débats et au centre de la table, je sais plus comment ils l'appellent, l'espèce de table d'émotions là et dans le père, c'est, console. voilà la console et chez le père, c'est la colère qui est au centre de la console donc encore une fois, même dans ça, ils arrivent à chaque fois à être assez intelligents pour être un peu fins quoi, dans ce qu'ils montrent et dans ce qu'ils expliquent donc ça donne un peu de profondeur à leur univers et c'est vrai que c'est cool, mais ça manque un peu, je trouve qu'effectivement et encore, ce qui est bizarre, c'est que ça manque et pourtant on a quand même 4 émotions en plus. Donc au final, on a, 9 personnages qui sont au centre du récit, donc ça fait quand même beaucoup, hein, à gérer. Dans un Ouais et film puis d'1 heure et c'est demie. ça c'est ça et leur suite est toute écrite entre guillemets, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, s'ils continuent dans ce registre-là. Maintenant, comment ils vont faire pour rajouter toutes les émotions? Est-ce qu'on enfin je sais pas trop, mais en tout cas, franchement oui, je veux voir Vice Versa 3 quoi, avec une Riley plus vieille. Est-ce que ça sera Riley ou pas? Mais j'ai envie de le voir et Ouais, je pense ouais. que s'il travaille bien, ça peut être toujours aussi bien, quoi. Ouais, ouais, je pense aussi et tu as une, scène qui t'a marqué toi, dans le film? Ben, les scènes dans le cerveau là, enfin dans le cerveau, c'est pas vraiment le cerveau, mais Ouais, 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 on se comprend, ouais. donc celle avec les travailleurs, des projections, j'ai beaucoup aimé, Ouais, très cool. et la scène à la fin, de l'éboulement, je trouvais ça cool, de la vague, j'en dis pas trop, mais Ouais, visuellement, elle marche bien aussi, voilà, j'ai effectivement. beaucoup aimé visuellement. Moi, j'ai beaucoup aimé, la scène, d alors je sais plus si c'est le coffre ou la chambre des secrets. Et notamment les personnages qu'on va y rencontrer, donc attention, on va divulgacher un petit peu. On va rencontrer quelques personnages, notamment le crush de Riley qui est inspiré d'un jeu vidéo, donc c'est un personnage de jeu vidéo, que j'ai trouvé assez drôle, aussi bien dans le visuel qu'ils ont mis en place avec sa queue de cheval qui passe au travers des textures et tout. Et même au moment où il doit passer la porte et du coup il galère, enfin, c'était assez sympa, j'ai bien aimé et notamment j'ai beaucoup aimé, alors j'ai plus le nom du personnage, mais le personnage
qui fait penser un petit peu à La Maison de Mickey, pour ceux qui ont la référence, qui est un dessin animé pour enfants, dont s'inspire le personnage et La Maison de Mickey qui était, cette série qui était elle-même inspirée de Dora l'exploratrice avec, la banane à outils et cetera et moi personnellement, j'ai vraiment explosé de rire en plein milieu de la salle. J'ai trouvé ça hyper drôle et en plus, tu avais les enfants qui interagissaient avec le personnage du coup, comme dans un Dora ou un truc comme ça. J'ai trouvé ça hyper mignon et hyper malin quoi et vraiment ouais, c'est la scène que j'ai trouvée la mieux foutue de tout le film et c'est un peu dommage parce que je trouvais que les autres scènes du coup pâtissent un peu de cette scène qui est tellement bien avec des personnages qu'on va presque pas revoir, ce qui est un peu dommage. Mais moi j'ai beaucoup aimé cette scène quoi, franchement, Ouais, ils peuvent se permettre ça, hein, non, franchement, ils peuvent. Puis ouais, le personnage de jeu vidéo là qui est en pixel un peu, franchement, c'est vachement bien rendu. Il y a même, on nous tease un personnage sombre, sombre idée ou je sais plus trop ouais. quoi, qu'on reverra peut-être plus Bah, qu'on tard. revoit, dans la scène post-générique. Je sais pas si tu resté pour la scène post-générique? Ah non, il y avait une scène post-générique, je Ouais, ne il y a suis une pas scène resté. post-générique. Bah, je vous spoile pas, mais il y a une scène post-générique qui est une blague où on le revoit justement ce personnage-là et on apprend c'est quoi, ce secret noir, ce dark secret OK. Putain, il y et a du des coup, scènes c'est drôle. post-génériques dans tous les films maintenant, Ouais, bah, alors c'est moi, dingue. c'est parce que, ma compagne l'avait lu je sais pas où et du coup, elle m'a dit: «Bah, attends, on va rester jusqu'au bout» et c'est rigolo, mais c'est une scène rigolote, quoi. Ça a aucun impact. Ça ne tease rien pour un futur 3, je pense, en tout cas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce film, Axel? Non, un film classique mais très efficace comme on a dit, moi je trouve qu'il y a, comme tu disais, un petit peu de Reddit quand même au milieu du film, notamment avec Joie qui prend un peu, toute sa petite troupe par la main pour l'amener là où il faut. Je trouvais que c'était peut-être, notamment, je te dis, il y a une scène où Joie doute et j'ai vraiment eu l'impression de retrouver la scène du 1 où Joie doute. Donc j'étais un peu en mode: «Bon, bon, bon», mais sinon non, un super film et je vous recommande et d'ailleurs on l'a pas dit, mais j'ai trouvé ça aussi vachement cool que tout le film tourne autour du sport. Alors nous 2, on n'a pas fait du hockey sur glace, mais on a fait du hockey ensemble et du hockey sur patin et je trouve que les valeurs du sport et tout ce que ça véhicule, l'amitié et cetera, ça se prêtait vachement bien à ce genre de film et à exprimer toutes les émotions. Donc j'ai trouvé ça encore une fois assez malin. Et toi alors du coup, tu as quelque chose à Ouais, rajouter? c'est non, non, je suis entièrement d'accord, je j'ai plus rien à rajouter. On a dit ce qu'on en pensait, allez le voir, de toute façon, il marche pour lui et bonne chance à qui le battra cet été parce qu'on est dans l'été, ça y est, on est rentré, dans les sorties. Je sais pas, Deadpool X Wolverine peut-être C'est et exactement ce que j'allais dire. C'est mais peut-être je le vois seul pas film, je sais pas trop qu'est-ce qui Ali je crois qu'il y a un Alien aussi qui sort cet été, Alien Romulus ou je sais pas trop quoi là. c'est possible, je sais pas s'il sort au cinéma, mais c'est possible, ouais, Si, donc si, si. mais après le problème c'est qu'Inside Out ça parle à enfin ça touche Ah une ouais. tellement grande génération, vu que ça touche les parents, les enfants, les adolescents. Je pense pas qu'il y ait de film qui puisse les battre, cette année, mais en tout cas on comprend pourquoi, après avoir vu le film, donc on vous laisse aller le voir pour vous faire votre propre avis du coup. Tu en parlais, Inside Out, ça touche les enfants, les parents, les adolescents et c'est un peu le cas de tous les films Pixar. Ils suivent un thème assez, récurrent dans ces films, c'est le développement personnel quand même. C'est toujours un héros qui, avec l'aide d'amis, de famille, de compères qu'il rencontre, sur la route, s'aventure dans un nouveau monde, dans le monde réel, on va dire, ou, justement dans un monde imaginaire et qui apprend, à apprécier ce monde et à le comprendre et à marcher dessus, à jouer avec, quoi. Pour parler un peu des films Pixar et de ceux qu'on préfère, je les ai un petit peu classés, parce que c'est compliqué de parler des 25, 20-27 films qu'ils ont sortis. Je les ai classés donc par, les films, comment dire? Les Ouais, les séries, grosses licences j'ai quoi? les licences, voilà exactement, j'avais plus le mot. Ensuite les gros films, mais qui n'ont pas eu de suite, qui sont juste, seuls et pour terminer, juste on va rapidement parler en 1 de ça, des derniers films. Justement, Axel, tu parlais d'Élémentaire un petit peu, on parlait de Alerte rouge. Est-ce que dans ces derniers films sortis, donc on va dire Buzz l'éclair, En avant, Saul, Lucas, Alerte rouge et Élémentaire, tous les films sortis, à partir de 2020, tout simplement. Est-ce qu'il y en a un que toi qui t'a marqué particulièrement et qui tu penses, mérite quand même, d'avoir sa place dans les Pixar, sachant que c'est pas trop le cas actuellement? Moi je me souviendrai de Soul notamment parce que, j'avais trouvé que c'était un film un peu plus sombre que d'habitude, qui explorait un peu, d'autres sentiments et d'autres mises en scène, qui était assez touchant jusqu'à la fin du film. Donc ça m'avait pas mal, marqué et moi je pense qu'un des films préférés de ces derniers temps là, de Pixar, ça va être Alerte rouge, que j'ai beaucoup aimé, aussi bien pour sa prise de risque parce que ça parle encore une fois de l'enfant, d'une jeune enfant qui évolue et ça va parler notamment de
de ses règles, et cetera. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire et c'est fait de façon très fine. Il y a aussi ça parle beaucoup de sa culture, la culture asiatique, et cetera. Donc c'est des choses qu'on mettait pas forcément beaucoup en avant, des choses avec lesquelles j'étais pas hyper familier et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant, même au niveau visuel, ce que ça propose, et cetera. J'ai trouvé ça hyper bien. Donc moi, c'est les 2 films que je retiendrai parce que notamment, Buzz l'éclair, on l'a cité, mais moi, c'est ma plus grosse déception de ces dernières années de Pixar. J'ai trouvé ça beaucoup trop terre à terre, là où moi, j'étais assez fan de Toy Story, notamment des jeux vidéo et de la série qui justement tournait autour du Buzz l'éclair, «réel» entre guillemets et là, je trouve que c'était trop terre à terre donc voilà, moi je retiendrai ces films-là, en tout cas. Et ben moi, je vais pas être très, je vais pas vous aider beaucoup, je vais pas être très inventif parce que le seul que j'ai vu dans ces films-là, c'est Saul, et c'est la preuve que j'ai un peu lâché, c'est que tous les autres, Pixar, je les ai vus. Même Cars 3, à Ah l'époque. oui, ah oui, Cars 3, ouais. Bon 2017, hein, mais je les ai tous vus sauf ceux-là. Donc j'ai vu Saul par contre et j'avais beaucoup aimé, sauf que ça me faisait beaucoup penser, justement à Vice Versa, ce petit personnage, conscience un petit peu, c'est une Oui, âme justement oui, c'est vrai. et ça faisait un peu, réchauffer, je trouve. Ah Donc oui, heu, donc c'est vrai aussi, ouais. je l'avais aimé, notamment, par la musique aussi parce qu'il y a tout une ambiance jazz et tout dans Saul justement. Hem, mais il y en a pas un, vraiment qui m'a marqué ou qui m'a forcé à aller le voir donc sur ce petit groupe, moi c'est Saul que je retiens, mais heu, mais sans plus, quoi. OK. On va parler ensuite, des grosses licences. On va y aller dans le dur. Dans les grosses licences, on a Toy Story 1, 2, 3, 4, entre guillemets «Buzz l'éclair», mais on en a déjà parlé juste avant, on va l'enlever. On a Cars 1, 2, 3. On a les Indestructibles 1 et 2. On a Monstres et compagnie et Monstres Academy qui sont malgré tout, 2 films du même univers, hein, même s'il y en a un qui est un préquel de l'autre. Et on a maintenant, aujourd'hui, Vice Versa 1 et 2. Axel, dans toutes ces licences, s'il fallait, n'en garder qu'une seule, laquelle ça serait? Bah, Toy Story les yeux fermés et pourtant Dieu sait que j'aime les Indestructibles, les Monstres et compagnie, mais Toy Story c'est pour moi ce qui se fait de mieux, même le 4 que j'ai moins aimé, j'ai quand même trouvé assez bien. Donc voilà, c'est juste ce qui est un peu dommage, c'est que Toy Story, c'est peut-être ma licence préférée et c'est peut-être celle que j'aimerais ne plus voir. Là, apparemment, ils ont annoncé un 5 et cetera. Moi, je Ouais, pense qu'il est temps de c'est leur prochain ils ouais, ont je un pense film qu'il faut et arrêter. ensuite ils ont Toy Story 5. Ouais, moi, je pense qu'il faut arrêter parce que ça n'a plus de sens. Le 4 était déjà un peu une sorte de le 3 concluait tout un arc, le 4 était déjà un peu une fin de licence. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais ressenti et là, le 5, ça fait un peu un énième revive. Je personnellement, je souhaite pas, en voir plus. Par contre, j'aimerais quand même revoir un nouveau Monstres et compagnie et un nouveau Indestructible, mais les Indestructibles, apparemment, c'est en cours aussi. Apparemment, ils travaillent sur un 3 aussi. Donc voilà. Et toi, ça serait quoi, du coup? Moi, je dirais aussi Toy Story. Malheureusement, je vais manquer un peu d'originalité, encore une fois, mais je tiendrai quand même avant tout à parler des Indestructibles et de vice versa. Les Indestructibles pour le divertissement qu'il amène, parce que c'est trop bien et que quand on est gosse, les super-héros, en plus amenés comme ça et sans tout le Marvel, univers et le problème qu'il peut y avoir derrière, c'est juste trop bien. Et vice versa parce que ça véhicule des trop bonnes choses. C'est trop important, je pense, ce qui est dit et ce qui est montré dans le vice versa et je Ouais, pense que c'est plein de très gens peuvent actuel, ouais. apprendre à apprendre à se comprendre, apprendre à comprendre des choses, pas à se comprendre à Ouais. 100 évidemment, je suis pas là à dire que, Non, c'est la non, c'est clé de pas, ouais, oui. tous les problèmes, mais c'est trop important. Mais Toy Story, ça m'a trop marqué. Toy Story 1, je l'ai vu, je sais même pas combien de fois, comme beaucoup d'enfants de mon âge. Pareil, on avait la cassette qui tournait en boucle à la maison. Ouais, puis Toy les produits Story 2 dérivés, Toy Story 2 trop sous-coté. Enfin, en tout cas, moi, il m'a beaucoup marqué aussi parce que pareil, je l'ai vu et revu ouais, mon et préféré, moi, perso. ouais, avec pile poil et tout, Ouais, avec, il y a pas Zorg, non? C'est ça, dans c'est le ça 2. exactement, Ouais, exactement. c'est vraiment mon préféré, hein. Et ce qui m'a le plus marqué dans Toy Story, c'est la claque que j'ai pris de Toy Story quand j'ai vu Toy Story 3. Du coup, c'était en 2010, donc on avait 14 ans quoi, 14-15 ans. Pas du tout, non, 16 ans, excusez-moi. 16 ans ou 17 ans et ce film arrive, on est en fin d'adolescence, on en a un peu plus rien à foutre entre guillemets des films pour enfants et putain, c'était trop bien quoi, trop d'émotions, le film, arrive à te prendre là où il faut Ouais. et donc cette saga est trop puissante mais vice versa, moi est venu vice versa 1, moi vient toquer très, très fort, dans le top des films Pixar, largement.
Ouais, mais moi, je crois qu'en fait, ce qui me gêne dans Vice Versa, c'est le côté, licence qui me plaît moins. C'est-à-dire que je suis moins attaché au personnage. J'aime beaucoup la licence en tant que telle, Et mais oui, mais les c'est il y a pas personnages à la puissance de l'intérieur, l'enfance aussi, hein. voilà, puis il y a pas ouais, mais même sans ça, tu vois, je trouve que Les Indestructibles et Toy Story, même Monstres et compagnie, les personnages, on s'en souvient vraiment, quoi. C'est vraiment des personnages marquants, vice versa, un peu moins. Comme c'est des émotions, je pense que d'une certaine manière, je les personnifie moins en tant que personnage et plus, comme émotion. Mais je comprends, hein, vice versa, de toute façon, on le voit avec le box office, ça marche bien et comme tu dis, c'est hyper actuel, en fait. C'est une des licences les plus actuelles qu'ils ont, donc C'est ça. Pour finir dans les licences, du coup, on a rapidement parlé de Monstres et compagnie et Monstres Academy. Monstres et compagnie, j'avais beaucoup aimé aussi à l'époque. Ça aborde aussi des sujets, qui sont pas, communs, quoi, qui sont, les cauchemars, les rêves, à travers les monstres. Ça te marque, directement. Et Cars, qui pour le coup, on l'a pas du tout cité, mais qui est, un mastodonte aussi, dans leur succès, hein, mmh. on voit tellement de Flash McQueen, chez les enfants aujourd'hui. Même aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a des cartables, des trucs, Flash McQueen, il est fort, Ouais. hein, Catcha, tu vois, ça marche encore, hein, il y a pas à Ça chier. marche, mais c'est vraiment une licence que moi j'aime pas. Comme Plane, je crois qu'aussi ils avaient fait une licence Plane dont on n'a pas C'est pas trop eux, parlé. Plane. C'est pas eux? Ah OK. Ah Non, bah c'est pas surprenant, tu vois? Pixar. J'aurais cru que c'était eux. Non, non. Mais tu as parlé très vite fait de Monstres et compagnie et Monstres Academy. Je tiens quand même à dire que Monstres Academy, je pense que c'est le film le plus sous-coté de Pixar et c'est un de mes films préférés moi aujourd'hui, je crois, je le trouve vraiment extrêmement drôle. Même si ça touche moins à l'enfance et cetera, je trouve que c'est plus un film pour adolescents, mais c'est un de mes films, je pense préférés aujourd'hui. Et justement, dans les films qui sont tout seuls, attention, ça va pas être facile non plus. On a des pépites, on a les films qui ont beaucoup marqué, certaines générations. On a un film qui a marqué les récentes générations là aussi, c'est, Coco notamment. Je pense à Coco là quand je dis le film qui a marqué les plus «jeunes» entre guillemets que nous. Nous, on était un peu plus vieux quand Coco est sorti. Ouais. Donc on a Coco, Rebelle, Là-haut, Nemo, Ratatouille, Wall-E et Mille et une pattes. Pareil, Axel, s'il fallait, bon allez, en garder que 2 là, je t'en offre 2. Ouais, Lesquels, c'est lesquels compliqué, tu c'est compliqué. garderais? C'est hyper dur, hein, je dis pas le Ouais, contraire. bah, moi je dirais, Mille et une pattes parce qu'on était enfant, qui a la voix de, mince, il y a le doubleur de Tom Hanks. Alors j'ai plus le nom du doubleur, mais c'est le même qui fait Woody et en fait, je suis vachement accroché à sa voix et j'adore Mille et une pattes. C'est vraiment mon film d'enfance, préféré avec Toy Story 1 et je garderai Nemo parce que Nemo, moi pareil, on était encore jeunes quand le 1 est sorti. Je l'avais vu au Grand Rex en avant-première et c'était ma première avant-première dans un très grand cinéma et je me rappelle que j'avais pris une claque. Enfin, vraiment, j'avais été, enfin, en tant qu'enfant, j'avais été submergé par, la grandeur de l'océan, le graphisme, les personnages et tout, ça m'avait vraiment marqué. Donc moi, je garderais ces 2 licences. Nemo, c'est une dinguerie. Nemo, c'est sorti il y a vraiment assez longtemps. Attends, je regarde rapidement. Ouah, je sais pas, Heu, 2007-2006? Nemo, il est où Nemo? Le monde de Nemo, il est sorti en 2003, Nemo. Ah ouais, ouais, on était Donc vraiment petits, heu, donc quoi. il y a 20 ans. Dis-toi qu'aujourd'hui encore, moi je travaille dans un aquarium, tous les enfants, veulent voir Nemo. Alors que, le film a 20 ans, tu vois? Ah mais oui, mais Genre, c'est ouais, ouais, mais ça quand m'étonne tu pas, rentres, ils disent: «Il est où Nemo?» quoi. Alors qu'on est encore, enfin on est 20 ans après. Alors moi je vais, changer un peu cette fois-ci. Déjà je pense qu'on va pas beaucoup te parler de Coco et il y en a beaucoup qui nous insulteront peut-être dans les commentaires, parce que je sais que c'est super film, hein. c'est Il est un vraiment c'est une très, très licence beau. adorée, c'est Ouais, magnifique. c'est magnifique, le film est Mais magnifique, c'est vrai. moi il m'a pas «touché», entre guillemets, comme il a pu toucher plein de monde, mais c'est trop beau, hein. Mais moi j'irais sur, déjà en premier Là-haut, qui, Là, OK, ouais. qui est trop émouvant et qui pareil a aborde d'autres sujets dans Pixar qui est la vieillesse et qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces films. C'est vrai. Heu, il a il a fait pleurer tellement de monde, de ce film, enfin franchement c'est une performance, puis pareil l'inventivité du truc. Ouais. Et après j'hésite très fort entre Wall-E pour, le message et la prédiction du futur, que j'aime trop, et Ratatouille qui est pareil, c'est un de ceux que j'ai le plus vu. Hem, Ah, c'est marrant, ouais, J'aime tout dans ce film, Ratatouille, Ratatouille, j'aime bien, mais tu vois, Wall-E, je suis passé complètement à côté à l'époque, je pense. J'ai pas du tout ouais, de un mais très beau oh film, mais ça pareil, m'a voilà, le pas message, la beauté du truc, la beauté du dessin, ouais. suivre un robot, enfin les émotions passées à travers des bruits et juste des yeux, Oui, parce qu'en plus, il y ça a reprend beaucoup de je trouve, à ce niveau-là, ça reprend beaucoup de Star Wars, avec R2-D2 et cetera et ça en joue vachement pour faire, comme tu dis, passer des émotions et cetera et c'est vrai bon, qu'à ce Mille et une pattes, niveau-là, le j'adore film est aussi, très hein, bien. comme je disais, je l'ai vu trop de fois, mais
Sur les messages, Lao et Wall-E sont trop forts, je trouve, Ouais. sur Mais sur ce que tu te poses comme question après et sur ce que tu peux «chialer» entre guillemets. ouais, mais je crois que Mille et une pattes, là où ça m'a pas mal touché aussi, c'est le fait que l'univers des insectes est tellement bien retranscrit, même Ouais, aujourd'hui, le grave. film a quasiment pas pris une ride. Le côté la feuille qui tombe sur le chemin des fourmis, où d'un coup c'est la panique, il faut trouver un moyen de contourner la feuille et tout. La Il y a pluie et tout. tellement d'idées, la pluie, enfin, tout est hyper, hyper bien mis en scène. Donc, mais de Et toute Ratatouille, façon, c'est moi Ratatouille, c'est le coup, c'est la beauté de l'animation et puis je sais pas, je trouve ça trop malin comme histoire, ça se oui, puis passe en à plus c'est Paris, français, voilà, il donc y il y a a toutes vraiment les un il y a toutes truc les où refs et tout, ouais, ça marche ouais. bien, j'ai enfin, il y a trop de trucs qui me sont restés, de ce film. Donc voilà, franchement, c'est quand même un paquet de films qui nous ont marqués, c'est assez fort Pixar. Je vais Ouais. te demander pour conclure, l'émission, d'en garder un seul. S'il y en a qu'un seul de tous les films, pas une licence cette fois-ci, un seul film qu'il faut que tu gardes et c'est celui que tu verras et que tu montreras à tes enfants, plus tard, mais il y a que celui-là, quoi. Mille et une pattes. Sans hésiter. Tiens Enfin, sans hésiter, j'hésite, mais Mille et une pattes, je trouve que ça soit dans le récit, les personnages, ce que ça véhicule, le visuel, c'est, pour moi le film c'est le premier truc que je montrerai à mes enfants, quoi. je suis d'accord, mais moi je vais prendre Toy Story 1, hein, Ouais, j'ai hésité aussi, ouais, je pour, comprends. l'amitié, la loyauté et cetera, mais vice versa 1, ouais, c'est dur, hein. Mais en fait, Toy Story, il y a un peu un truc aussi où j'ai l'impression que c'est alors je dis sûrement n'importe quoi, mais je dis quand même un peu mon ressenti sur ça. Toy Story, c'était quand même l'époque où les jouets, c'était vraiment à la mode, quoi. Il y a vraiment un truc des jouets, Il y avait pas les ordis, les internet, les enfin, il y avait consoles tout encore, ça, donc mais c'était c'était le moins début. chez les jeunes, quoi. Voilà, et puis c'était C'était moins chez les cher, jeunes enfants. C'était cher, c'était moins moins chez les accessible. jeunes enfants, alors que maintenant les enfants, ils ont direct une tablette, un portable assez jeune et je trouve que Toy Story, ça marque vraiment une génération, qui était accrochée aux jouets. On le voit d'ailleurs dans le 4, hein, ça joue beaucoup sur ça, sur les jouets, même dans le 3, les jouets abandonnés et cetera. Donc pour moi, Toy Story, c'est un peu une licence qui est une preuve du passé, quoi, quelque chose qu'on voit de moins en moins C'est clair. et c'est vrai que du coup, je comprends ton choix, quoi. D'autant plus le un qui joue beaucoup sur ça, quoi. On va donc conclure cette dernière émission de la saison, cette dernière émission de 2024. On vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis depuis le début de cette aventure, de Divulgacher. On reviendra probablement et c'est sûr même en septembre avec, des nouvelles émissions, peut-être des nouveaux concepts. On va essayer des invités, on va faire des interviews, on va essayer de vous parler de tous les sujets, tous les gros sujets qui vont arriver à la rentrée, comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc surtout lâchez rien. Axel, je te laisse lire le mot de la fin et je vous souhaite à tous un bon été. Exactement. Je vous souhaite un bon été aussi et on va revenir avec, plein de concepts, des interviews, enfin on va essayer de mettre un peu les bouchées doubles pour un peu faire grandir l'émission et on vous remercie pour, celles et ceux qui prennent le temps de mettre un j'aime, de commenter, d'écouter. On est quand même assez impressionnés en une saison d'arriver à avoir autant de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. Donc on vous remercie toutes et tous, vraiment de nous avoir écoutés et comme Robinson l'a dit, on vous dit, à la rentrée.